une de cette édition reconnaissance de la République pour service rendu à la nation. Ils sont 28 à recevoir leur médaille ce vendredi à Koulouba, une cérémonie de décoration présidée par le président de la transition. Le gouvernement signe l'acte de mort de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Au lendemain de cette décision, les réactions se multiplient. Nous entendrons les explications du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous suivrons également les avis des leaders d'opinion et de la population à Bamako et à l'intérieur du pays. Les douanes maliennes ont été célébrées ce 26 janvier à l'instar du reste du monde. Le thème retenu pour l'édition 2024 est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis. Les temps forts de l'événement au Mali, riche en activités à ne pas manquer avec Mamari Koné. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cérémonie de décoration au palais présidentiel. Événement présidé par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Ils sont 28 à recevoir leur médaille pour service rendu à la nation. Les médailles remises sont grand officier, commandeur, officier et chevalier de l'ordre national. Le point est avec Nyanya Alou Traoré. La République reconnaissante envers ses dignes filles et fils. Des mains du grand maître des ordres nationaux, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, ces derniers reçurent l'insigne honneur. Ils ont été choisis entre autres pour leur amour et sens élevé de la patrie, du travail bien accompli et surtout pour l'exemplarité qui se dégage de leur parcours, qui servira aux futures générations. Distinguez les citoyens, vous faites désormais partie de l'élite des hommes et des femmes qui comptent pour le Mali. D'une élite, non pas par la naissance, mais par le mérite. La solennité du moment tranche avec le cérémonial qui accompagne ces distinctions bien méritées au nom du Mali. De brigade Sadri Mouro Sidibé, Madame Kadidia Sangaré Koulibaly. Au nom de la République du Mali, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Mali. La cérémonie de décoration est une tradition bien ancrée dans les agendas de la République. En effet, c'est sous le président Modibo Keïta qu'on assiste à la création des ordres nationaux au Mali. Aujourd'hui, dans la salle des banquets à Koulouba, le contingent 2023 de la décoration nationale compte 28 personnalités. Ils sont fonctionnaires, diplomates, militaires, religieux et artistes du pays. Ils reçoivent ainsi la décoration pour la dignité de grand officier de l'ordre national, le grade de commandeur, d'officier et de chevalier de l'ordre national. Les femmes et les hommes que vous avez décidé d'honorer ce matin par la remise d'insignes de décoration se reconnaissent en vous et vous disent merci pour votre dévouement à la cause du Mali, pour votre acharnement au travail, pour votre engagement, votre détermination à garantir à notre pays sa souveraineté territoriale, sécuritaire, diplomatique et économique. Ils se reconnaissent en vous et vous disent merci pour porter le secteur privé malien au cœur du développement économique de notre pays à travers l'adoption du code minier et d'une loi sur le contenu local. Ils se reconnaissent en vous et vous disent merci, comme en témoigne la reprise et le contrôle de la ville de Kidal par les FAMA. Le départ définitif du territoire national de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA. Ils se reconnaissent en vous et vous disent merci pour avoir pris l'initiative de mettre fin avec effet immédiat de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali, issu du processus d'Alger. Merci pour votre vision éclairée et votre leadership dans la création de l'Alliance des États du Sahel AES. Le peuple malien est fier de vous avoir en ce moment précis de son histoire comme chef de l'État, tant les enjeux et défis géopolitiques et géostratégiques
qui gouvernent les relations internationales sont complexes, imprévisibles et difficiles à cerner. Le président Goïta, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. La bonne humeur était au rendez-vous de cette cérémonie. Asimi Goïta inika gouvernement aye bonya minke Geneva seki kaneke commandeur de l'ordre national. Félicitations aux différents récipiendaires. Plus de 41 milliards de francs CFA budget 2024 de l'AGEFO, Agence de gestion du Fonds universel, un chiffre rendu public à la 8e session de son conseil d'administration, placé sous le signe de la continuité et de l'intensification des activités. L'AGEFO annonce la poursuite de l'extension de la couverture téléphonique et Internet, les cases Wi-Fi mobile, les centres d'accès universel et bien d'autres projets. Le Premier ministre, président du conseil d'administration, a demandé aux administrateurs d'accorder une attention particulière aux plus pauvres et aux plus éloignés de nos compatriotes dans le cadre de l'accès aux services universels. Nous retrouvons le reportage de Al-Husseini Touré. Cette 8e session se tient au siège de l'AGEFO dans une nouvelle salle de conférence baptisée Salle de conférence Dr Choguel Koukala Maïga pour rendre hommage au président du conseil d'administration pour ses efforts dans le développement des activités de l'AGEFO. Quant au budget de l'AGEFO, il s'élève à environ 41 milliards avec comme priorité la poursuite et l'intensification des actions entamées en 2023. Nous sommes sortis de cette session, en tout cas renforcée par le conseil d'administration, d'être encore plus ambitieux et de penser vraiment aux populations maliennes à qui les fonds sont destinés. Pour ce faire, nous allons cette année encore accompagner la couverture du territoire en moyens de télécommunications pour les personnes en zone rurale et éloignées qui ne disposent pas encore de réseaux téléphoniques. Le Premier ministre a demandé aux administrateurs de mettre l'accent sur l'accès des plus pauvres et des plus éloignés. Ce que je demande d'investir plus l'argent dans ce quoi ça ne doit pas être fait. Deuxièmement, donner priorité à l'armée et à l'administration. Le reste, il faut être à l'écoute du ministre des Finances. Donc l'argent là, c'est au nom des populations. Et aujourd'hui, vous êtes en train de donner l'autorisation à la direction qui est en train de s'occuper des problèmes des populations. Si un lieu est conquis, que l'administration arrive aujourd'hui à faire son propre réseau de communication, si un lieu est conquis, que le ministère de la Défense arrive à faire son propre réseau de communication, qui peut même être un secours pour le reste de l'administration, et ça c'est de l'accès universel par excellence. Donc en ayant une approche holistique, une compréhension large de sa mission, et c'est ce que vous êtes en train de faire, je crois que le succès sera au bout. Je dois dire que pour l'essentiel, l'AGEFO est en train de s'imposer au Mali avec votre aide comme une structure étatique, une structure qui aura sa place au soleil parmi ceux qui sont en train de refonder le Mali. Ce qui intéresse les gens, c'est les résultats. Est-ce que les pauvres ont le téléphone? Est-ce que les pauvres ont accès à Internet? Est-ce que les élèves ont accès à Internet? C'est ce qu'on vous dit. Viser les zones où les réalisations doivent être mises en place. Les zones rurales, chercher l'inclusivité partout, que les plus faibles soient les mieux servis. L'AGEFO devra dans 2 ans se doter d'un nouveau siège propriété de l'État. Les administrateurs ont formulé des recommandations dans le sens de diligenter la mise en œuvre des activités ainsi programmées. Suite de la visite de travail d'une délégation du Conseil national de transition au Burkina Faso ce matin, elle a assisté à une séance de questions orales adressée au ministre en charge de la solidarité et des ressources animales du Faso. Le débat qui en est suivi a permis aux membres du CNT de tirer des enseignements. Récit de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Bourama Traoré et Adama Kamara. Dans la maison du Mali, la délégation du Conseil national de transition à l'écoute des Maliens établis au Burkina Faso, un rendez-vous qu'elle ne pouvait ne pas honorer au regard de la place de nos compatriotes dans la construction nationale.
Nous ne pouvions pas nous permettre de ne pas rencontrer les Maliens établis à l'extérieur. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas physiquement dans le pays que vous êtes moins Maliens que nous et que vous avez moins de droits que ceux qui sont établis physiquement dans le pays. Et nous sommes là pour vous transmettre des messages d'encouragement, des messages de félicitations des plus hautes autorités sur votre soutien, pour votre soutien aux œuvres de la transition. Un pays qui connaît des moments difficiles, occasion pour la délégation du CNT de partager avec nos compatriotes la situation politique et sécuritaire nationale, tout en renouvelant leur soutien aux autorités de la transition dans la gestion de cette crise. Les Maliens du Burkina saluent également la création de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes très satisfaits et nous saluons les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et nous faisons des bénédictions pour ces chefs d'État. Aujourd'hui, nos vœux ont été exaucés. Les États du Sahel, votre séjour à Ouagadougou, au-delà du partage d'expériences parlementaires, conforte les relations bilatérales qui existent entre nos deux pays et renforce la coopération entre nos institutions législatives ainsi que la solidarité entre nos peuples. Peuples qui sont déterminés à accompagner les pouvoirs en place pour faire face à certaines difficultés dont les tracasseries routières et le litige foncier. Ces questions ont été évoquées au cours de cette rencontre intermalienne. Nous les avons rassurés que les autorités, leur leitmotiv est que tous les Maliens soient traités sur le même pied d'égalité. Et le renouveau de l'action publique, les nouveaux textes qui ont été pris, notamment la Constitution et d'autres textes qui sont en préparation, seront de nature à faire en sorte que ces vieilles pratiques ne soient que de mauvais souvenirs. Des difficultés auxquelles les nouveaux textes adoptés devraient apporter des réponses pour soulager nos compatriotes et faciliter leur mobilité. Un petit souci technique, vous l'aurez compris, c'était là plutôt une rencontre entre la délégation du CNT à Ouagadougou avec les Maliens établis dans le pays. Alors il s'est agi de s'assurer des conditions de vie de nos compatriotes et de partager avec eux la situation au Mali. Retrouvons à présent le reportage sur la participation de la délégation malienne du CNT à une séance de questions orales adressée donc au ministre en charge de la solidarité et des ressources animales du Faso. Un débat qui en est suivi a permis à la délégation malienne de tirer des enseignements. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Au siège de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, un exercice traditionnel, mais avec des invités spéciaux. Entendez par là les membres du Conseil national de transition en première ligne pour une séance de questions orales avec débat. D'abord, le président de l'institution a tenu à saluer la présence de ses homologues du Mali, une autre tribune de partage de l'expérience parlementaire. La coopération et les échanges de connaissances entre nos institutions sont d'une importance capitale. Nous espérons donc que ce voyage d'études renforcera les liens entre nos deux pays. Deux membres du gouvernement de transition étaient donc face à la représentation nationale pour répondre aux questions orales des députés Adama Yasser Ouedraogo et Thomas Traoré. La première question est relative à la situation des 7000 travailleurs licenciés lors de la privatisation des 43 sociétés étatiques en 1990 et le paiement effectif de leurs droits. Parmi ces travailleurs, 2000 ne sont plus de ce monde. Le ministre en charge de la solidarité rassure. Dès que le contexte national permettra, explique Nandi Soumé, le gouvernement prendra des mesures pour payer les indemnités de ces anciens travailleurs de l'État, indemnités dont le montant n'est pas précisé. L'autre question orale
concerne la situation du cheptel et des zones pastorales, ainsi que l'inexistence d'une école vétérinaire au Burkina Faso. En réponse à cette interrogation, le ministre délégué chargé des ressources animales dira que 6 zones pastorales sont aujourd'hui exploitées sur 26 dans les pays du fait de l'insécurité. Mais des efforts sont en cours, assure le gouvernement, pour augmenter le nombre. En ce qui concerne la création d'une école vétérinaire, elle ouvrira ses portes en 2026, selon le ministre des tutelles. Ces explications sont suivies d'un débat général. À l'issue de cet exercice démocratique, la délégation malienne tire des enseignements. Lors de la séance plénière, nous avons constaté que les textes sont les mêmes, mais les procédures dans la salle diffèrent un peu. Au Mali, la question orale est portée uniquement par le ministre concerné et l'auteur de la question. Les autres membres du Conseil national de transition ne participent pas au débat. En termes de contrôle aussi de la présence pour atteindre le quorum, nous avons aussi retenu des pratiques très positives que nous allons relayer à notre autorité. Au niveau du traitement du dossier sur les déflatés, nous constatons que c'est un dossier qui revient au ministère de l'Action humanitaire. Bien vrai que c'est une question qui relève du droit du travail. Donc ça aussi, ça donne à réfléchir et à faire des propositions à notre exécutif par rapport à la prise en charge de questions similaires chez nous. Au terme de près de 3 heures de débat, interpellant, interpellés et invités se quittent, pas avec des réponses à chaud du gouvernement aux différentes préoccupations soulevées, mais des engagements pris pour soulager les travailleurs déflatés et donner un nouveau souffle au secteur de l'élevage au Burkina Faso. Repartons à la primature où le chef du gouvernement a reçu hier l'ancien Premier ministre et homme politique Moussa Mara. Il est venu partager avec le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga ses craintes et ses convictions concernant le déroulement de la transition. Les échanges entre les deux personnalités ont permis de dégager des similitudes et des différences de point de vue. Les détails avec Al-Husseini Touré. L'ancien Premier ministre Moussa Mara se propose d'aller vers les autorités de la transition pour expliquer son point de vue et ses appréhensions sur la transition en cours. Le dénominateur commun de mon initiative et de la façon dont je l'ai présenté, c'est vraiment la recherche de consensus. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ce consensus. Nous avons besoin à tous les moyens d'ouvrir des perspectives de discussion et qu'on puisse prendre en compte dans la mesure du possible ce qu'ils ont à proposer et qu'on puisse ensemble au moins partager nos appréciations sur ce qui se passe dans le pays. Répondant aux interpellations de son prédécesseur, le Premier ministre actuel a estimé que la solution à la question du Nord et de la sécurité se trouve dans la mise en œuvre de l'accord intermalien lancé par le chef de l'État au moment où il vient d'être mis fin à l'accord dit d'Alger. Parce que je vous assure que tout a été fait pour nous séparer. Ce qui s'est passé à Gao, à Tombouctou, sur le bateau Tombouctou, c'était organisé par des forces étrangères, des services secrets de certains pays, avec certains membres de ce qu'on appelle le CSP. Ils l'ont assumé, mais nous on a les preuves aujourd'hui. Pourquoi on va tomber sur 200 personnes les tuer? Parce qu'on voulait nous paniquer. Concernant le retour à l'ordre constitutionnel, le chef du gouvernement estime qu'il est en bonne voie puisque les jalons sont en train d'être posés. Il n'y a aucune volonté de bloquer les choses. La seule volonté qui existe, que nous devons clairement affirmer, c'est de remettre le malade Mali debout. Les élections seules ne font pas une nation. Aucune de ces nations dont on parle n'a commencé sa reconstruction par des élections. Ils ont reconstruit les nations et parallèlement, je ne dis pas d'attendre de finir, parce que la nation d'une nation ne finit jamais. On fait des élections. Comment voulez-vous qu'une personne qui détourne 7 milliards au lieu d'acheter un équipement de tout genre, met les 7 milliards en poche, on ne le touche pas. On prend des ministres qui font des virements de 800 millions d'une banque ici à l'extérieur. Ils restent dans le gouvernement. La campagne, ils viennent, ils prennent 1 milliard, ils vont corrompre les pauvres.
il reste encore dirigeant. Mais ça, là, on ne peut plus l'accepter. Or, il y a beaucoup qui criaient élection, dja au début boulot. Le pays ne se porte pas aussi mal tel que vous le peignez, dira le chef de gouvernement répondant aux inquiétudes de son vis-à-vis. Quant à la question énergétique, elle est prise en main par le chef de l'État qui en fait une préoccupation de premier plan, affirmera-t-il, avant de promettre que les solutions sont engagées et produiront très bientôt leurs effets. Autre titre de l'actualité au Mali, le gouvernement met fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, annonce faite hier soir sur nos antennes par le ministre d'État, porte-parole du gouvernement. Ce vendredi, le sujet était au centre d'une séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'ambassadeur de Russie au Mali, en présence du ministre en charge de la réconciliation. D'autres questions bilatérales ont été aussi abordées. Mamadou Fane. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu ce vendredi l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Gromyko, en présence du colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Au cours de cette rencontre, les ministres ont informé le diplomate de la Fédération de Russie sur les développements récents intervenus au Mali, y compris la dynamique impulsée par le chef de l'État en ce qui concerne l'appropriation nationale du processus de paix. À cet égard, ils ont insisté sur l'attachement des autorités de la transition à maintenir, voire renforcer leur engagement en faveur de la paix, de la stabilité, de la réconciliation et de la cohésion nationale. Le ministre Diop et l'ambassadeur Gromyko ont ensuite échangé sur des questions bilatérales visant le renforcement des liens de coopération politique, économique et culturelle entre le Mali et la Russie. Au lendemain de cette décision, donc, le chef de la diplomatie malienne apporte certaines précisions sur les raisons qui ont motivé le Mali à mettre fin à cet accord. Abdoulaye Diop réaffirme que le pays est ouvert au dialogue intermalien pour tous ceux qui sont disposés à y prendre part dans le respect des choix stratégiques définis par les autorités de la transition. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fane. Cette communication importante du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, avait donc pour objet de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale le constat de l'inapplicabilité de cet accord, inapplicabilité qui nous a conduit à constater le caractère caduc de cet accord et d'en tirer toutes les leçons pour pouvoir aller de l'avant. Et cette inapplicabilité nous conduit à prendre en charge naturellement tous les acquis de cet accord et d'accords précédents, mais aussi d'intégrer la nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrit désormais notre pays, dynamique qui a été déclinée de façon éloquente par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son message de fin d'année, le 31 décembre 2023, au cours de laquelle il a annoncé sa volonté de faire évoluer notre pays vers une appropriation nationale du processus de paix et faire en sorte que nous puissions nous donner la main entre Maliens pour créer une dynamique endogène pour pouvoir identifier les voies et moyens de renforcer la paix et la réconciliation. Et la dynamique nouvelle proposée par le chef de l'État comporte des éléments importants parce que l'accord lui-même avait un certain nombre de limitations parce qu'il était conclu essentiellement avec des groupes armés. Aujourd'hui, le dialogue intermalien offre l'opportunité d'élargir la sphère d'inclusion ou d'inclusivité en faisant un recours aux communautés, à beaucoup de communautés maliennes qui n'étaient pas incluses, à d'autres acteurs et à l'ensemble de la population malienne de s'asseoir ensemble et de déterminer les termes d'un nouveau contrat social entre Maliens, comment nous allons faire la paix entre Maliens et comment enclencher une dynamique endogène. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger avait
une dimension internationale marquée, mais c'était d'abord avant tout un accord entre Maliens. Nous restons ouverts au concours et à la contribution de tous les pays, de tous les partenaires qui sont des partenaires sincères, qui peuvent nous accompagner. Je voudrais, en tant que ministre des Affaires étrangères, pouvoir rassurer les pays voisins, les pays amis africains, les pays partenaires du Mali et d'autres instances internationales que notre engagement pour la paix reste intact, que chaque Malien se sente concerné et dans les jours à venir, certainement, une feuille de route sera déclinée par rapport à cela et notre pays reste encore une fois attaché à la recherche de la paix, de l'entente entre les Maliens. Et ceci est possible. Cela a été déjà fait par le passé et nous allons continuer à travailler pour pouvoir préserver ce pays et renforcer nos liens pour pouvoir être un facteur de paix et de stabilité dans cette région. Et de son côté, le ministre en charge de la réconciliation nationale a rencontré aujourd'hui des mouvements signataires de l'accord désormais caduc. Nous y reviendrons tout à l'heure avec notre reporter Mohamed Akaintaou. Cette décision du gouvernement de mettre fin à l'accord pour la paix est fortement saluée par des leaders d'opinion. Tous apprécient l'initiative présidentielle appelant à un dialogue inter-malien. Abdul Karim Kaba a recueilli quelques réactions en suivant. C'est une décision que nous soutenons sans réserve. Sans réserve. Et nous invitons les composants de la société civile à participer pleinement dans le dialogue intermalien qu'a décidé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et cette décision, je peux dire qu'elle ne peut être qu'une suite logique vraiment de la restauration de l'intégrité territoriale. Et aujourd'hui, on se sent dans un territoire uni et il nous appartient de le consolider. Nous prenons acte de cette décision. Au Parti socialiste, nous estimons que depuis la signature de l'accord, l'État malien, à travers les gouvernements successifs, n'a ménagé aucun effort pour la mise en œuvre de cet accord afin de ramener la paix, la cohésion, la sécurité dans notre pays. Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de prospérité sans paix. Force de reconnaître que le gouvernement de la transition a allé loin en nommant les membres signataires, les mouvements signataires de l'accord pour la paix dans les instances décisionnelles. Tout ça, c'était pour créer les conditions d'une paix harmonieuse pour amener la stabilité dans notre pays. Aujourd'hui, nous pensons que le temps est arrivé que les Maliens se retrouvent. Cet accord n'a de valeur que lorsque les partis signataires s'y engagent. Et dès l'instant où on empêche au Mali d'exercer sa souveraineté partout, dès l'instant où on n'œuvre pas pour la paix n'est pas qu'une idée, la paix également, c'est les actes. Donc vraiment, nous pensons aujourd'hui que nous prenons acte. Nous invitons le gouvernement à créer les conditions pour un règlement pacifique de tous les défis auxquels notre pays est aujourd'hui engagé. Nous saluons la décision du président de la transition d'initier une rencontre, un dialogue intermalien. Ce pays nous appartient tous. Nous devons tous œuvrer pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la stabilité. Je salue cette décision courageuse, historique et patriotique du président de la transition, des membres du gouvernement par rapport à mettre fin à cet accord. Le président de la transition a attendu, il a été patient et ils ont d'ailleurs montré leur bonne foi depuis l'arrivée de cette autorité de transition à travers la création d'un ministère en charge de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Ça prouve la bonne foi des autorités de la transition. Mais malheureusement, certains signataires de cet accord ont choisi d'autres choses qui n'est pas la paix, qui n'est pas la cohésion. Donc tous ceux qui ne sont pas dans la République doivent être traités comme les ennemis de la République. Et en réalité, l'accord n'était pas un bon accord pour le peuple du Mali. Vous avez vu pendant les 10 ans l'impossibilité ou sinon l'impossibilité de pratiquer les accords dans leurs conclusions. Parce que tout simplement, il y a des démembrements de l'accord qui jurent avec notre constitution d'abord. Il y a des actes
et des articles de l'accord qui jurent avec même l'indépendance de notre pays. Ensuite, l'accord dans sa globalité n'était pas un bon accord pour le Mali dès le départ. Les Maliens attendaient ce mois depuis longtemps. Et Dieu merci, aujourd'hui, les accords sont enterrés. Et on ne peut que dire merci au gouvernement et au colonel Assimi Goïta. Parce que ça ne pouvait pas durer longtemps. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ça fait longtemps qu'on jouait avec le Mali. Le linge sale se lave en famille. Et c'est ça. Et Assimi a demandé à des camarades. Dans quel pays au monde il n'y a pas de conflit comme ça entre des communautés? Il y en a. La France qui veut se comporter en champion du monde, il y a le problème corse là-bas. Et pourtant, la France ne prend pas ses bagages. Les Français ne prendront jamais leurs bagages pour aller faire un accord en Allemagne ou bien en Angleterre. Le fait de se déplacer, d'aller dans un pays, ça occasionne des frais pour l'État. On va régler ça ici et le problème est ici. On va régler ça entre Maliens, comme au temps de Mourbo il l'a fait en 1963. Je crois qu'Assimi a pris la meilleure décision, une décision historique. Des leaders d'opinion qui s'exprimaient donc suite à cette décision du gouvernement de mettre fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. D'autres réactions à l'intérieur du pays à suivre au cours de cette édition. En attendant, nous recevons Awa Ditma Kamara en plateau. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima Traoré. Alors, plusieurs réactions nous sont parvenues à la rédaction suite à cette décision gouvernementale. Bonsoir à tous et effectivement, nous débutons par celui du Conseil national de transition. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents ainsi que l'ensemble de leurs collègues ont suivi avec satisfaction et fierté les communiqués numéro 64 et 65 du 25 janvier 2024 du gouvernement de transition. En effet, le gouvernement de transition, à travers ses communiqués patriotiques, dénonce avec vigueur la posture inamicale de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que la multiplication d'actes tendancieux portant atteinte à la sécurité et à la souveraineté nationale. En outre, en soutien au gouvernement de la transition, les membres du Conseil national de transition ont pris acte de l'inapplicabilité absolue du caduc accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 pour toutes les bonnes raisons qu'il vient d'exprimer. Le Conseil national de transition se réjouit particulièrement de cette décision historique et hautement patriotique du gouvernement de la transition qui met fin avec effet immédiat du caduc accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le Conseil national de transition félicite le gouvernement de la transition sous le leadership éclairé du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour son attachement ferme à la souveraineté du Mali qui concrétise la volonté du peuple malien en mettant ainsi fin à ce caduc accord qui portait tous les germes de partition de notre chère patrie, Le Conseil national de transition réaffirme sans réserve sa solidarité avec le gouvernement de la transition. Il s'érige avec véhémence contre l'attitude adoptée depuis un certain temps par les autorités algériennes contre notre pays, dont l'illustration parfaite a été le comportement peu orthodoxe et inamical du dernier sommet du mouvement des non-alignés à Kampala en Ouganda. Le Conseil national de transition réitère sa disponibilité pour accompagner le gouvernement de la transition dans la poursuite des travaux du dialogue direct intermalien et exhorte tous les parties prenantes à un engagement patriotique et à une participation pleine et entière à la réussite de l'initiative de paix prônée par le chef de l'État, seul gage pour la réconciliation et la paix entre Maliens. Le Conseil national de transition salue
les amis sincères et fidèles du Mali qui sont toujours restés aux côtés du peuple malien et dont l'accompagnement n'a jamais fait défaut. Le Conseil national de transition exprime sa gratitude au gouvernement de la transition pour toutes les actions entreprises dans le cadre du respect de la souveraineté de notre pays. Il invite l'ensemble de nos compatriotes à rester mobilisés derrière les autorités de la transition. Que Dieu renforce la force et la foi des Maliennes et des Maliens. Et puis, en plus du Conseil national de transition, nous avons reçu plusieurs communiqués des partis politiques, des mouvements et associations et le comité stratégique du M5 RFP, le mouvement Wiliki Djomalié, le mouvement patriotique pour la solidarité nationale, Fusil Mali, le parti Action pour le Mali, Yerewolo debout sur les remparts, le Conseil national de la société civile, le collectif pour la défense des militaires, la coalition d'associations et organisations sédentaires, dénommé Songwe Shawara, le parti Appel citoyen pour le succès de la transition Faso Kachikan, le mouvement patriotique pour le renouveau, l'association Jeunesse engagée pour le Boitou, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'association des anciens et sympathisants de la base, le parti pour l'action civique et patriotique, le mouvement social pour le renouveau, le Bureau national des anciens combattants, militants, retraités, veuves et victimes de guerre du Mali, le mouvement Mali Espoir, tous encouragent les autorités de la transition pour ces décisions courageuses et réaffirment leur soutien indéfectible à celles-ci. Ils appellent par ailleurs les Maliens à faire l'union sacrée autour des autorités de la transition pour la réussite du processus. Voilà Ibrahima Traoré, les communiqués qui sont venus à la rédaction. Merci beaucoup Awa Ditma Kamara. La suite de cette édition. Rappelez-vous, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été signé en 2015 entre le gouvernement et des mouvements armés dans les régions du Nord. 8 ans après, que de difficultés pour mettre en œuvre les engagements pris. Retour sur quelques faits majeurs qui ont marqué cet accord avec Garibou Pérou. Signé le 15 mai 2015 par le gouvernement malien, la plateforme et la médiation internationale, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger est parachevé à Bamako. C'était le 20 juin 2015 par la coordination des mouvements de l'Azawad. L'accord comprend un préambule, 7 titres, 20 chapitres, 68 articles et 3 annexes. Il repose sur les volets politico-institutionnels, défense et sécurité, développement socio-économique et culturel et réconciliation, justice et les questions humanitaires. Les parties à l'accord et à la médiation internationale se sont engagées à éliminer définitivement les causes profondes du conflit, à promouvoir une véritable réconciliation nationale, à lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, mais et surtout à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine et laïque de l'État malien. Des engagements rappelés dans le premier titre de l'accord. Dans le calendrier de mise en œuvre, l'accord a connu des retards malgré la période intérimaire de 18 à 24 mois, malgré les fréquences des rencontres. Les raisons de ces retards pour beaucoup sont dues à certaines parties à l'accord qui s'inscrivaient dans une démarche de se tailler la part du gâteau. C'est ce qui a conduit à des sempiternels jeux de négociations. Dans une situation de ni guerre ni paix et inversement, que les parties décident de mettre en place les autorités intérimaires et les patrouilles mixtes, censées aider à créer un climat de confiance. Péniblement installées et déployées au cours de l'année 2017, les autorités intérimaires devaient être mises en place dans un délai de 3 mois après la signature de l'accord au niveau des communes, des cercles et des régions du nord du Mali. Quant aux patrouilles mixtes, elles devaient être déployées et opérationnelles après la mise en place du mécanisme opérationnel de coordination MOC dans un délai de 2 mois après la signature de l'accord. À tout cela s'ajoutent les protestations des membres de la société civile et des groupes armés qui se considèrent exclus de l'accord.
Malgré tout, les opérations mixtes et les autorités intermédiaires sont laborieusement mises en place mi-2017. En plus des négociations sans fin entre les parties, le premier camp des patrouilles mixtes installé à Gao en janvier 2017 fait l'objet d'un attentat qui porte un grand coup au processus de paix. Après 8 ans d'application, il faut reconnaître que l'accord a du mal à atteindre sa vitesse de croisière du fait de certains acteurs signataires, d'où la décision des autorités de la transition sous le leadership du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Face à un accord de paix incompris par certains et délibérément saboté par d'autres, les autorités de la transition prennent leurs responsabilités. Réconciliation toujours, cette fois-ci à Bandiagara, avec cette rencontre pour la paix et le vivre ensemble. Elle vise à mettre fin aux conflits intercommunautaires récurrents dans la région. Les détails avec nos envoyés spéciaux Alpha Maïga et Gaussou Touré. Poignée de main entre deux communautés de la même contrée. Et c'est sous un vent de sable qui charitait toutes les atrocités vécues par les communautés de Sanga que les activités de la cérémonie de résolution du conflit intracommunautaire de Sanga se sont déroulées. Les conflits que nous voulons définitivement enterrer aujourd'hui a laissé des marques douloureuses dans nos cœurs et à travers le développement harmonieux de notre cher Sanga. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de tourner la page et de construire un avenir où la paix et la coopération seront les piliers de notre vie quotidienne. L'événement de Sanga inaugure ainsi le dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation prôné par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Je me réjouis ici à Sanga que nous sommes les premiers, que le pays Dogon est le premier qui a accepté cette décision du chef de l'État pour ce dialogue intermalien. L'organisation de la présente cérémonie est l'expression forte de la volonté politique de son Excellence le colonel Assimi Goïta de conférer désormais à nos forces sociales un rôle accru dans la recherche de solutions aux problèmes maliens, à la sortie des crises que traversent nos communautés. Autour du gouverneur de Bandiagara, parent à plaisanterie des communautés de Sanga, les discussions et les échanges ont porté sur les vertus du dialogue, de la cohésion sociale, du vivre ensemble, de la paix et du pardon. Aujourd'hui, presque tous les acteurs incontournables de la région se sont impliqués pour la résolution de ces conflits. Je salue infiniment le gouverneur de la région de Bandiagara. Car nous avons pris en tout cas les armes pour aider la population à sortir des difficultés. Alors je constate que ce sont mes propres parents même qui prennent des armes pour s'entretuer. Vraiment c'est une honte pour moi aujourd'hui. Donc j'ai prié mes frères Dogon et ils ont accepté donc mon intervention. Et ce n'est pas le cas Sanga seulement, il y en a d'autres. Et ce conflit que nous voyons aujourd'hui, on ne sait pas d'où est-ce que c'est venu. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut rappeler que les conflits communautaires ont eu d'importantes répercussions sur la vie socio-économique de la région. Un mot de l'actualité de nos femmes sur le terrain au cours des missions de surveillance et de sécurisation du territoire national. Les femmes ont réalisé les opérations suivantes. Hier jeudi 25 janvier, une attaque terroriste visant le checkpoint de sortie Ambori de la localité de Gossi a été repoussée avec vigueur. Et ce vendredi 26 janvier, une autre attaque terroriste a été déjouée et repoussée à Kimparanam. Les ratissages ont permis de récupérer des moyens de communication, des munitions et divers matériels. Toujours les 25 et 26 janvier, une embuscade a été déjouée lors d'une reconnaissance offensive dans le secteur de Tringa, Ouré Seno, Ouré Dani et Atara, à l'est de Léré.
L'état-major général des armées réaffirme l'engagement des FAMA à mener leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des personnes et des biens. Et ce communiqué l'annonçait à Kemparanato ce matin. La réponse des éléments de la brigade territoriale a été prompte et vigoureuse face à une attaque terroriste. Ils sont venus à bord de 2 pick-up et plus d'une trentaine de motos. Pas de dégâts majeurs, seulement quelques blessés légers du côté ami. Le gouverneur de la région de San, accompagné du commandant de la zone de défense numéro 2 de Ségou, s'est rendu sur les lieux pour saluer la bravoure des forces en présence. Je vous propose d'écouter le colonel-major Ousmane Sangaré. Il est au micro de Drissa Kone. Je constate que vraiment les éléments ont riposté avec la plus grande énergie. Je commence d'abord par les féliciter pour leur bravoure, les féliciter pour le travail abattu, les féliciter parce qu'ils ont montré preuve de courage, preuve de vivacité. C'est tout ce que le commandement attend d'eux. Je félicite aussi les plus hautes autorités qui sont en train de tout faire pour nous mettre dans les bonnes conditions de travail. Je félicite les commandants de zone, ce sont ces éléments, et les légionnaires qui sont en train de veiller ici avec les moyens que nous avons pour essayer de travailler, donner le maximum de résultats pour permettre à ces gens de comprendre désormais que chaque fois qu'ils seront là, ils auront des gens en face d'eux pour les répondre et avec la dernière énergie. C'est ce qui a été constaté ce matin. Nous ne déplorons aucune perte en vie humaine. Quelques blessés légers, alhamdulillah, ça va. Mais quant à l'ennemi, je pense bien qu'ils vont réfléchir plusieurs fois avant de revenir ici. Les traces de sang sont visibles, des éléments ont été traînés à même le sol. Et j'appelle la population. Le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain ne sera un travail efficace que lorsque la population adhère. Parce que nous travaillons pour cette population-là. Nous sommes là pour leur protection et la protection de leurs biens. Nous avons une armée professionnelle à la date d'aujourd'hui. Personne ne sera indexé en ville, personne ne sera indiqué en ville pour dire que tel est passé chez nous ici pour donner des informations. Donc c'est un mode d'action plutôt du côté de l'ennemi pour effrayer les gens, à ne pas donner les informations. Ce n'est pas vrai. J'invite la population à approcher et à donner le maximum d'informations pour leur propre sécurité. Je vous l'annonçais, le ministre en charge de la réconciliation rencontre des mouvements signataires de l'accord désormais caduc pour la paix issu du processus d'Alger. Il s'agit notamment de la plateforme des mouvements de l'inclusivité, oui, la coordination des mouvements de l'inclusivité. Avec le colonel-major Ismaël Ouagé, il a été question de la poursuite du processus de paix après la fin de l'accord d'Alger et la lutte contre le terrorisme. Tous approuvent la décision du gouvernement. Mohamed Kaintao. Quelques heures après l'annonce du gouvernement mettant fin à l'accord d'Alger, le ministre en charge de la réconciliation nationale rencontre une centaine de représentants des mouvements signataires du dit accord. Il s'agit des mouvements de l'inclusivité, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014, le Front populaire de l'Azawad et la coordination des mouvements de l'inclusivité. Regroupés en républicains, les responsables de ces mouvements approuvent la décision du gouvernement et lui réitèrent leur accompagnement à poursuivre les processus de paix. Il faut reconnaître que c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nos populations et les mouvements républicains ont accueilli ce communiqué. Ce qui est arrivé dans cet accord, c'est qu'il est devenu inapplicable à un moment donné, à cause de beaucoup d'ingérences, à cause de beaucoup de mains extérieures et souvent même des mains invisibles. C'est une rencontre qui a permis d'apaiser toutes les inquiétudes des uns et des autres depuis l'annonce du gouvernement. Donc nous sommes très comblés en réalité, nos attentes ont été atteintes. L'adhésion au processus intermalien nécessite des propos conciliateurs. C'est pourquoi ces mouvements républicains ne tarissent pas d'arguments pour appeler au sursaut national. Le dialogue sera nationalisé et inclusif bien sûr. Entendre par nationaliser la communauté internationale ne fait aucune intrusion et il n'y aura aucune ingérence entre les Maliens, ce qui pour nous facilitera la paix, ce qui pour nous fera en sorte que des Maliens se retrouvent, se mettent ensemble et qu'on puisse trouver une solution à la malienne. Je lance d'abord un appel à tous ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui ont participé à la réunion et tous ceux qui vont écouter ce qu'on va dire, que
je leur dis que c'est le moment de prouver leur patriotisme. C'est le moment d'apporter leurs aides à ces pays pour qu'ils se relèvent. C'est le moment d'être malien. C'est le moment d'être présent pour aider la transition à avancer. Le ministre Wagué rappelle tout de même la nécessité de poursuivre le processus de paix, même avec la fin de l'accord d'Alger. Le communiqué d'hier annonce la fin de l'accord issu du processus d'Alger avec effet immédiat et les raisons ont été évoquées de long à large dans le communiqué. Ça ne veut pas dire que le gouvernement de transition va se mettre en belligérance avec les populations du Nord, avec les populations tamashek, les populations arabes, les populations Soraï, les populations Peul et les mouvements signataires qui sont restés du côté de l'État. Nous ne sommes pas dans une dynamique de dire que l'accord est fini, on va commencer la guerre. Nous n'avons jamais fait la guerre avec qui que ce soit. Mais nous luttons contre le terrorisme et nous comptons sur les uns et les autres pour nous appuyer à lutter contre le terrorisme. La décision de mettre fin à l'accord veut dire tout simplement que le gouvernement a décidé de rendre le processus national. Pour que le processus soit national, il faut que l'accord finisse. Et on va gérer le processus entre Maliens. S'agissant toujours de la lutte contre le terrorisme, le ministre en charge de la cohésion nationale conclut que la résolution des Nations Unies demande à tous les signataires de l'accord d'Alger de se désolidariser de tout mouvement terroriste. Dans les rues de la capitale malienne et à l'intérieur du pays, les réactions n'ont pas tardé également dès l'annonce de la fin de l'accord pour la paix. Beaucoup fondent leur espoir sur le dialogue intermalien qui pointe à l'horizon. Des avis recueillis à Bamako, Gao et Tombouctou suivant. Permettez-moi d'abord de remercier et de féliciter le gouvernement de la République du Mali pour cette décision courageuse. L'accord était dans une mort cérébrale depuis sa signature. Il était cliniquement mort, mais depuis déjà deux ou 3 années, il était en mort cérébrale. Parce que tout le monde sait ici que l'accord est un guêpier dans lequel le Mali a été mis selon un complot et qu'il est pratiquement impossible de l'appliquer. Ce que je pense de cette décision du gouvernement malien, que l'accord là, ça a beaucoup traîné, ça a beaucoup attendu. On a attendu très longtemps pour cet accord qui ne voit pas le jour. Ce qui est une bonne chose, c'est le dialogue intermalien. C'est ça que moi je vois une chose très bonne. Je suis prêt à accompagner le dialogue intermalien. Depuis sa signature en 2015, dans toutes nos rencontres, toutes nos réunions, j'ai toujours dit que cet accord n'est pas applicable. Quand on me pose la question, j'ai dit bon, simplement parce que quand on lit le préambule, on voit que l'accord reconnaît la forme républicaine de l'État, l'accord consacre l'intégrité du territoire national, il consacre le caractère républicain et laïque de l'État. Mais plus en bas, dans certains articles, j'ai lu quelque chose qui est comme un piège. Quand on dit que la République du Mali est un État unitaire, et à l'article 6, on dit que, je pense bien que c'est l'article 6, on dit que le président de l'Assemblée régionale est le chef de l'exécutif régional. Alors là, je n'ai pas compris. Et ça, c'est pour moi, c'est complètement en contradiction avec les dispositions que je venais d'ici. Le gouvernement a décidé de rendre l'accord caduc. Nous respectons cette décision. Nous soutenons notre gouvernement et nous pensons qu'il s'agit simplement pour nous de mettre, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, toutes les dispositions nécessaires pour, n'est-ce pas, être transparent, être sincère avec nous-mêmes, parce que de tout le temps, les acteurs, ce qui nous a toujours manqué, c'est que les acteurs, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font sont 3 choses qui se contredisent. Cet accord ne nous a pas apporté la paix. Et ceci a été constaté maintes fois. Et partant de là, il y a un certain nombre d'acteurs même qui ont été déclarés non grata dans notre pays.
parce qu'ils ont été pris avec des preuves dans des manœuvres qui ne sont pas bien pour la paix. C'est comme ça qu'on a fait partir de chez nous, de notre pays, le Mali, en plein processus, la France. Ces médias de propagande. C'est comme ça qu'on a fait partir la MINUSMA. Parce qu'effectivement, en tant que premier responsable du comité technique de sécurité, il y avait un blocage par rapport au désarmement. Donc on a compris que vraiment ces partenaires-là n'étaient pas là pour connaître la paix. Je pense sincèrement aujourd'hui que nous avons fait le bon choix. Le Mali a fait le bon choix aujourd'hui de prendre la situation en main. Et je crois honnêtement que contrairement à ce que les gens pensent, l'Algérie ne doit pas voir ça de mauvais. Parce que l'Algérie elle-même n'avait pas toutes les mains libres pour faire appliquer cet accord. Nous sommes très très heureux que vraiment les autorités puissent vraiment aboutir à ça. Nous constatons que l'Algérie héberge vraiment les soi-disant signataires de l'accord de paix qui se sont vraiment illustrés par des actes terroristes. On est tous des Maliens, on doit parler entre nous. Quand il y a la volonté, on peut tout réussir. Il faut lancer un appel à tout le monde, que tout le monde revienne sur la table de négociation. Il faut qu'on se parle entre nous. Quand on va se parler entre nous, on aura beaucoup de solutions pour nos problèmes. On ne peut pas avoir de solutions à nos problèmes tant qu'on est avec d'autres personnes, tant qu'on a des arbitres qui ne sont pas le Mali. Nous, les impatients, on avait même été vraiment un peu frustrés du fait que ça avait pris tout ce temps-là. Si ça ne tenait qu'à moi, depuis la récupération de la région de Kidal, le président devrait tenir un discours en dénonçant officiellement l'accord d'Alger. Depuis la signature de cet accord, il y a eu beaucoup de problèmes. Les gens ont tous désapprouvé cet accord. Mais comme ça n'a pas été démocratique, tout le monde n'a pas été impliqué et ça s'est passé comme ça. Sinon cet accord-là, c'est inapplicable. Ça a été dit depuis très longtemps. C'était une bonne décision à saluer parce que de toutes les façons, c'était déjà caduc. Parce que lorsqu'un accord devient non applicable vis-à-vis de ces dispositions, donc cela va de soi que c'est déjà mort. Donc maintenant, si entre Maliens, si on est vrai qu'on est Maliens, entre Maliens, on peut se retrouver pour régler nos problèmes chez nous, c'est rien de mieux que ça. La décision du gouvernement de rendre caduc l'accord est une décision souveraine à l'État. C'est aussi une façon pour l'État d'assumer sa souveraineté. Lorsque vous vous engagez dans un processus de paix et que vous avez un intermédiaire qui joue le rôle de médiateur, comme le rôle que le pays frère de l'Algérie joue, à un certain moment donné, il était nécessaire de s'arrêter et de faire le point. Mieux vaut tard que jamais. En réalité, le gouvernement a même tardé encore de prendre cette responsabilité-là, parce que trop, ça fait 9 ans depuis 2015 que l'accord a été signé, ça n'avance pas. Et chaque fois, on voit qu'il y a vraiment des blocages. Et même en ce temps-là, ça a été carrément un aspect politique. Les gens n'ont jamais été entièrement d'accord. Donc le gouvernement a pris sa lourde responsabilité et nous l'accompagnons dans ça. Autre grand titre de l'actualité au Mali, pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis. C'est autour de ce thème qu'a été célébrée aujourd'hui la Journée internationale des douanes. L'événement présidé par le ministre de l'économie et des finances s'est déroulé au siège de la direction générale des douanes à Samanco. Le reportage est signé Mamadi Koné. C'est par la revue des troupes, le dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts et la signature du livre d'or que le ministre de l'économie et des finances a donné le ton des activités de la célébration de la Journée internationale de la douane. L'édition 2024 est placée sous le thème « Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis ». Au nom du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, le colonel Abdoulaye Maïga a justifié le choix du thème de cette édition. Cette année, nous nous engageons sur une voie qui nous met au défi de réaffirmer nos partenariats de longue date et de forger avec audace de nouvelles alliances. Notre monde s'est transformé de manière spectaculaire au cours de la dernière décennie et continue sur cette lancée, nous confrontant à des défis sans précédent. Plus qu'une simple déclaration, le thème de cette année appelle à l'action autour d'un certain nombre de points, dira le directeur général des douanes.
renforcer l'engagement avec les partenaires historiques. Il s'agira de consolider les relations déjà établies avec des partenaires en veillant à ce qu'elles demeurent solides. À cet effet, la douane doit réaliser une analyse profonde, approfondie de l'évolution des besoins et des attentes de ses partenaires. Forger de nouveaux partenariats. Il importe de rechercher activement des parties prenantes non conventionnelles et à établir des liens avec elles. Il peut s'agir d'institutions financières, d'organisations environnementales, d'établissements universitaires et d'autres partenaires à identifier. La journée internationale de la douane offre également l'opportunité de jeter un regard sur le bilan de l'année écoulée afin de mieux envisager la nouvelle année. Au chapitre des objectifs de recettes assignés à la Direction générale des douanes au 31 décembre 2023, soit 721,289 milliards de francs CFA au titre du budget d'État, les douanes ont réalisé 758,490 milliards de francs CFA, soit un dépassement de 37,200 milliards de francs CFA avec un taux de réalisation de plus de 35%. Au chapitre de la mise en œuvre des réformes, je voudrais remercier très sincèrement les autorités de la transition pour leur implication et la diligence observée au cours des procédures d'adoption du nouveau code des douanes qui a littéralement changé au demeurant les méthodes du travail douanier. Également, sur 22 réformes engagées depuis 2021, à ce jour, 14 ont été réalisées et 8 sont en cours de réalisation. Le ministre de l'économie et des finances ne doute pas un seul instant de la capacité de l'administration douanière à atteindre les objectifs assignés. En ces temps de mutation, je ne doute point de la capacité de résilience de votre administration à consolider les relations avec ses partenaires dans la mise en œuvre des orientations données par les plus hautes autorités. D'ores et déjà, je voudrais vous faire part de ma satisfaction au regard des résultats tangibles atteints ces dernières années. En effet, que cela soit dans le domaine de la mobilisation des recettes, dans celui de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, ou dans la mise en œuvre des réformes stratégiques de modernisation, les efforts consentis pour l'atteinte des objectifs dans un contexte difficile sont fort appréciables. Votre capacité d'adaptation et d'anticipation permettra d'avancer sereinement vers les objectifs stratégiques d'indépendance et de souveraineté financière. La nation reconnaissante vous dit merci. Permettez-moi de remercier très sincèrement les partenaires de la douane malienne pour leur engagement à accompagner ce service pourvoyeur de ressources financières pour l'État. Je pense particulièrement aux opérateurs économiques maliens, commerçants import-export, industriels, chargeurs, transporteurs, transitaires, qui, malgré le contexte difficile, ont fait preuve de courage et de patriotisme en assurant le ravitaillement régulier des populations en biens et services. Cette cérémonie a été mise à profit pour remettre par International Committee of Excellence le prix du mérite panafricain 2022-2023 au directeur régional des douanes dans la catégorie meilleure pratique managériale innovante. Le trophée décerné à l'inspecteur général Amadou Konaté récemment à Dubaï a été également présenté au ministre de l'économie et des finances. 14e congrès ordinaire du Cinépil, syndicat national de l'information, de l'audiovisuel, de la cinématographie, de la presse, de la communication, de l'industrie du livre et du carton. À l'issue des travaux, Bassaro Aïdara de la MAP est élu secrétaire général de la fêtière. Aliou Abdoulaye Touré. Syndicalisme et responsabilité, c'est le thème de ce 14e congrès du Cinépil qui s'est tenu dans la plus grande sérénité. À l'issue des travaux de la commission d'organisation, un bureau de 31 membres a été élu avec à sa tête Bassaro Aïdara. Nos structures font face à beaucoup de défis existentiels, vu la situation actuelle du pays. Nos syndiqués, pour la plupart, ne bénéficient plus d'assurance maladie obligatoire. Et un agent non assuré est un agent moins engagé pour son service. Le nouveau responsable syndical n'a pas manqué d'adresser une pensée pieuse à Abdraman Infatouré qui, pendant 10 longues années, a présidé
aux destinées du Sénépil. Aujourd'hui, nous honorons sa mémoire en poursuivant le travail qu'il a initié et guidé par son héritage et son inspiration. Le représentant du ministre de la Communication a salué le climat dans lequel les travaux se sont tenus. Permettez-moi de remercier tout d'abord le bureau sortant pour l'excellent travail abattu dans le cadre de la lutte pour la promotion de vos droits, vous travailleurs. Je tiens également à adresser mes plus sincères félicitations au nouveau secrétaire général et à son bureau, mis en place ici, témoignant de la confiance placée en eux par leurs collaborateurs. Que cette nouvelle équipe soit le fer de lance de vos aspirations communes. Le Sénépil regroupe 9 structures et le secrétaire général est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. La fête de l'armée, on en reparle. L'événement a mobilisé 93 villages du cercle de Koumantou, une initiative du mouvement Fassonieta parrainée par le colonel Lassina Togola, PDG des aéroports du Mali. Le commentaire est signé Abdul Karim Kaba. 20 janvier, fête de l'armée a été célébrée avec faste à Koumantou. Initiée par le mouvement Fassonieta de Koumantou, cette manifestation est un soutien aux autorités de la transition et aux femmes. Ainsi, les 93 chefs de village du cercle de Koumantou ne sont pas restés à marge. Ils ont répondu présents et ont montré leur reconnaissance pour le sacrifice consenti par les forces armées maliennes. Notre collègue ami d'enfance, le colonel Lassina Togola, PDG des aéroports, accompagne le mouvement Fassonieta. Et ce mouvement n'a d'autre vocation que le soutien des activités de la transition. 20 janvier 1961, 20 janvier 2024 est aussi l'occasion idoine de rassurer tous les acteurs qui concourent à la réussite de la transition qu'ici à Koumantou, il y a des hommes et des femmes qui sont engagés à leur côté pour amener notre bateau, les Mali, à bon port. La journée des célébrités, des manifestations folkloriques et des dons de vivres aux femmes ont marqué cette célébration de la fête de l'armée malienne à Koumantou. Le festival Ogobanya bat son plein sur la place du cinquantenaire ici à Bamako. Toute une nuit a été dédiée à la cohésion sociale animée par les communautés invitées. Véritable soirée de brassage culturel, nous dit Ibrahim Kaoukonaté. Sur les 7 jours du festival, les 3 premières nuits sont entièrement dédiées aux communautés. Parmi elles, la communauté Bois, invitée d'honneur pour faire partager sa riche culture. C'est un grand honneur pour nous. Et surtout, cet honneur nous est offert par une communauté sœur avec laquelle nous partageons beaucoup de choses. L'histoire, la géographie et les sangs. Ce soir, vous verrez 3 communautés. La première communauté, ce serait Capital Poulako. Deuxième communauté, les Mamala, les Mianka. Et troisième communauté, c'est notre communauté invitée d'honneur, les Beaux. Et chaque communauté va amener une femme. Et la femme va donner un message de paix, de cohésion sociale, de vivre ensemble. La cohésion sociale n'est possible que si nous nous reconnaissons tous comme des frères et des sœurs. Et pour rappeler à toutes les communautés que nous devrons vivre ensemble dans le respect de l'autre, dans le respect de nos diversités, mais vraiment, comme notre devise le dit, nous sommes un peuple. Nous poursuivons le même but et nous allons atteindre, s'il plaît à Dieu, ce but avec la même foi. La nuit de la cohésion, c'est aussi la promotion de nos valeurs, telles que le cousinage à plaisanterie. Comme on le dit, il y a rarement un dogon sans son peul ou un peul sans son dogon. Donc nous sommes vraiment honorés et nous reconnaissons en Ogobanya, en Guinée-Dogon, la capacité de se maintenir dans le temps. C'est un lieu de brassage des cultures. Nous apprenons les uns des autres et nous apprenons de l'expérience de la communauté Dogon et qui au fil du temps a développé une expertise que nous envions et que nous allons nous employer à nous approprier de cette culture. Les nuits de cohésion ont permis aux communautés de souffler dans la même trompette.
Le festival Ogobanya, ça se passe sur la place du cinquantenaire. N'hésitez pas à y faire un tour. Ainsi va l'actualité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellent moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.